nous enchaînons tout de suite avec Mehdi Bhouri de Connect, donc qui va nous donner la position de Connect sur ce débat. Merci Cyril, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Univers News et particulièrement Simostva pour votre aimable invitation et pour l'excellence de la thématique qui a été choisie avec son importance stratégique aujourd'hui pour tous les pays du monde et pour la Tunisie éventuellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas le luxe de nous lamenter sur le passé, ni de rester tourné vers les causes du ralentissement économique. Et il faut plutôt s'orienter vers la redéfinition des stratégies nouvelles de notre économie. Et aux yeux du grand public, quand on parle de géopolitique ou géoéconomie, on pense peut-être à la première chose, c'est aux effets des nouveaux tarifs douaniers de Trump imposés au reste du monde. Mais notre conseil scientifique a déjà prospecté ces sujets et on voit la chose d'un angle beaucoup plus profond. Au fait, les théoriciens américains en politique et en économie considèrent que leur pays ont gaspillé beaucoup d'argent dans les guerres et dans les aides à l'étranger. Ils s'inquiètent aussi à la perte de leadership mondial. La perte de leadership au niveau, certes, économique, mais aussi au niveau technologique. Et là, à titre d'illustration, il y a un institut, l'Institut australien de la politique stratégique, a identifié dans ce qu'il a appelé le Critical Technology Tracker, 44 technologies critiques. Et sur ces 44 technologies critiques, eh ben, la Chine, elle est leader sur 37 de 44 technologies. Les États-Unis, 7, le reste du monde, 0. Et sur les 37 maîtrisés par la Chine, il y en a 8 où elle a la situation de monopole. Et donc, quand on comprend ça, on comprend la raison pourquoi il y a un changement inévitable. Il y a un changement inévitable parce qu'il y a une force qui passe en tête et parce qu'il y a une force de résistance des pays industrialisés qui remettent en cause l'ancien mode d'échange, l'ancien mode de gouvernance mondiale. Et qu'est-ce que ceci implique pour les pays ? Au fait, ça implique une volonté de freiner l'avancée des Chinois de la part des États-Unis et des pays industrialisés. Ça implique aussi une course acharnée à la mainmise ou à la maîtrise de l'approvisionnement sur les métaux lourds qui sont essentiels pour toutes ces technologies, à la concurrence accrue entre le pays pour s'arracher les talents et les compétences humaines. Parfois, on se félicite d'être exportateur de talents, mais selon ces indices de des technologies critiques, les pays qui dominent des secteurs, c'est ceux qui attirent le plus de talents, pas qui exportent le plus de talents. Et la recherche d'un nouveau positionnement stratégique et diplomatique. Juste une idée sur les secteurs couverts par ces technologies. On parle des technologies de défense, on parle de technologies d'espace, de l'énergie, de l'environnement, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, de la cybernétique, du computing, des matériaux avancés et de la technologie quantique. Donc, ces perturbations du nouvel ordre mondial ont désorienté toutes les boussoles et défait toutes les anciennes alliances ou les stéréotypes d'alliance. À titre d'exemple, notre voisin du Nord, l'Union européenne, ils se sentent trahis, que ce soit sur le plan de la défense en Ukraine, que sur les plans des échanges commerciaux avec les sanctions ou les tarifs, etc. Le Japon, il s'est trouvé dépourvu de l'approvisionnement de matières premières essentielles pour la fabrication des technologies automobiles et des technologies informatiques qu'il achetait auprès de la Chine. L'autre fois, je ne sais pas quel matériau, il a eu une baisse de 85% de l'approvisionnement. Toutes ces perturbations ont ouvert des perspectives à plusieurs scénarios possibles. Il n'y a aucun scénario qu'on connaît précisément qui va
être réalisé, mais les experts tournent autour de 3 ou 4 scénarios, des plus cléments aux plus catastrophiques et des moins probables aux plus probables. Le plus clément, c'est une reculade trumpienne et des conflits localisés. On sait que Trump, généralement, il annonce et il fait la reculade, mais sachez que cette reculade, parfois, elle peut être planifiée parce qu'il utilise ça pour la négociation. Il y a le scénario du compromis historique, un compromis où le monde, l'ancien bloc ou le bloc occidental et ses alliés se mettent d'accord sur de nouvelles règles pour contrer la Chine. Il y a le scénario 3, c'est l'acheminement vers un monde fragmenté ou caractérisé par ce qu'on appelle la configuration polymorphe, on reviendra à ça. Et le scénario 4, le plus dangereux, mais le moins probable à nos yeux, c'est le déclenchement d'une guerre généralisée, militaro-économico-technologique. À la Connect, nous pensons qu'à l'heure actuelle, c'est le scénario 3 qui est le plus probable. Et c'est quoi ce scénario 3 du monde fragmenté? Il s'agit de formation de grandes alliances à caractère cloisonné et multilatéral, où les pays peuvent passer des alliances dans certains domaines et gardent une attitude autonome sur d'autres domaines. On parle des BRICS+, on parle aussi pour l'Europe d'un partenariat régional dans le cadre d'une politique de voisinage basée sur de nouveaux critères. Du côté européen aussi, on parle d'un nouvel axe euro-asiatique qui allie Européens, Russes, Chinois et voisinage, qui n'est pas à exclure. Et au vu de ce monde congloméral nouveau qui cherche son nouveau équilibre, nous pensons que la Tunisie doit sérieusement étudier son positionnement à l'équilibre entre les différents blocs pour pouvoir saisir l'occasion, profiter de ses atouts et améliorer ses points faibles. Et là, je reviens à l'analyse SWOT que vous avez faite tout à l'heure. Commençons par nos atouts. Je pense que la constante la plus permanente, la seule constante qui peut y exister dans la géopolitique, c'est la géographie. Et notre géographie, je pense qu'elle peut nous être favorable. Avec l'Italie, nous construisons le détroit sicilo-tunisien ou tuniso-sicilien, où passent entre 35 et 40% des échanges maritimes. La Tunisie se positionne aussi au niveau de l'axe central qui peut lier l'Europe à l'Afrique subsaharienne. Cet axe, s'il est bien raccordé, on parle de raccordement avec des chemins routiers, des chemins de fer, il peut créer des opportunités et des revenus, notamment pour le transport et la valorisation des énergies et des ressources rares et des services y liés. Nous pensons aussi qu'un autre atout, c'est le potentiel de production d'énergie verte, qui est énorme et assez compétitif. On parle du solaire, on parle aussi de l'hydrogène vert, malgré que je tienne compte des réserves de Sicamel. Vous êtes mieux positionné que nous pour savoir cette opportunité. Et même le transport de ces énergies se trouverait facilité aujourd'hui avec l'interconnexion que nous avons avec l'Italie et avec les gazoducs classiques. Un dernier atout que je présente, c'est notre compétitivité et surtout notre agilité industrielle. Si on se rappelle au début des années 2000, où le secteur du textile, habillement et cuir, il était le moteur des exportations, de l'emploi, de la croissance. Et nous avons fait face au choc. La Tunisie a été assez agile pour s'adapter et remplacer ou compenser la baisse de l'activité de ce secteur par l'activité des industries mécaniques et électriques. Et je pense qu'on peut capitaliser sur ça et nos capacités, notre main-d'œuvre ont démontré une capacité de s'adapter. Maintenant, quelles sont nos limites? Sommes-nous prêts pour devenir le nouveau centre industriel de la Méditerranée? Nous pensons que des défis méritent un intérêt plus que particulier, un intérêt stratégique.
Plusieurs personnes ont évoqué certains points aujourd'hui, notamment notre infrastructure portuaire. C'est notre première lacune, nous, entreprises. Pour les exportations, c'est notre première lacune. Les ports sont vétustes, longs et manquent de profondeur. On parle des ports en eau profonde, oui, c'est une opportunité. Nfida Benzart, l'essentiel, c'est qu'on avance. Notre infrastructure, le deuxième point, c'est notre infrastructure routière. Elle est assez bonne sur les côtes, mais sur les côtes. Donc, l'infrastructure routière, mais surtout ferroviaire, sont limitées aux zones côtières et aux zones intérieures du sud sur les zones côtières et faiblement importantes sur les zones du sud et les zones intérieures. Donc, un maillage nord-sud et est-ouest serait stratégique parce qu'il permettrait aussi de connecter nos profondeurs territoriales stratégiques au niveau des pays frontaliers avec la Méditerranée à des coûts plus opportuns que de le transporter vers le nord. Un autre point à examiner, c'est notre climat des affaires. Le climat des affaires principalement procédural et financier, la réglementation d'échange. Ceci n'empêche pas uniquement les entreprises de s'établir, mais il empêche aussi nos talents de s'épanouir, d'où leur recherche de nouveaux cieux où ils pourront étendre leurs ailes. Enfin, nos ressources minières sont fortement sous-exploitées. À ce titre, une industrie nouvelle qui monte, l'industrie des automobiles électriques. Maintenant, le leadership passe de Tesla à BYD chinois. Un comparatif des batteries des deux. Les batteries Tesla, c'est le nickel, magnésium, cobalt. Et les batteries de BYD, c'est le lithium, c'est le fer et c'est le phosphate. Voilà une opportunité à discuter au niveau des batteries. Maintenant, au vu de ces constats, à quoi est-ce qu'on aspire? On aspire à ce que la Tunisie cherche à améliorer son infrastructure et son intégration pour être derrière la majorité des nouveaux groupements. On ne cherche pas à être leader sur les technologies où aucun pays occidental, à l'exception des États-Unis, n'a pu être leader sur un des secteurs. On cherche à nous positionner sur les chaînes de valeur industrielles d'un grand nombre de technologies. Et là, sur les 44 technologies critiques, nous avons relevé 14 technologies critiques où la Tunisie peut se positionner. Je ne vais pas toutes les citer, mais je nommerai à titre d'exemple les procédés relatifs à la chimie verte, les réseaux électriques intelligents, les batteries électrochimiques de nouvelle génération, les nouvelles modalités d'immunothérapie, les technologies d'imagerie de la santé, etc., en passant par le photovoltaïque et le solaire. Enfin, puisque le retard technologique n'est pas une préoccupation uniquement tunisienne, mais un souci partagé par tous les pays, en particulier européens, il nous incombe d'orienter nos négociations diplomatiques et économiques et même académique, vers une coopération internationale globale. Notre pays doit y être un partenaire actif en s'appuyant sur nos ressources humaines et sur notre position géographique. Bien qu'un tel changement puisse être difficile à opérer pour l'ensemble de l'économie à la fois, nous connaissons un peu les moyens de la finance publique, nous proposons de créer un environnement exceptionnel pour les compétences, une sorte de sandbox comme pour les entreprises, similaire ou supérieur à celui des startups. Cet environnement permettrait aux talents mondiaux de vivre et travailler en Tunisie, j'oserais le dire sans impôt ou avec une faible imposition, avec des comptes en devises garantissant la liberté de transaction avec le monde sans restriction et de nouer des partenariats de recherche avec toutes les universités, centres de recherche des entreprises mondiales, etc., et de bâtir sur les centres de recherche qui ont été évoqués par Latia tout à l'heure, Actia, Capit, etc.
Donc, il faut promouvoir encore plus cette destination Tunisie. Bref, nous proposons une nouvelle loi. Une loi similaire à la loi des startups qu'on appellerait peut-être le label talent, comme le label startup. Merci.